Et c'est parti pour le grand débrief de Monde Numérique. Chaque mois, on débriefe l'actu tech en podcast audio, bien sûr, et en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique avec des pointures du secteur, mes éternels camarades et fidèles amis. François Sorel de BFM Business Tech & Co à Paris et Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet à Montréal. Ça va les amis? Salut! Ça va. Coucou. Alors, Mais qu'est-ce qui se passe, Bruno? T'es dans une autre configuration. Là, d'habitude, Voilà. t'as un bureau présidentiel avec plein de gadgets. Là, t'es sur un canapé. J'avais presque envie de dire affalé, mais on va pas dire ça comme ça. pour ceux Qu'est-ce qui qui se nous passe, regardent, Bruno? il est dans une petite fenêtre et il y a quelque chose qui va pas, Ouais. Bruno. Hein. Non, ils ont coupé mon décor. Non, sérieux, c'est qu'il n'y a pas d'électricité aujourd'hui. Dans mon quartier. Oh my god. Et ça, la panne est tombée 5 minutes avant qu'on commence l'enregistrement. Donc, évidemment, tu connais Ça, Jérôme ouais, François. Il m'a obligé à dire non, trouve-toi un endroit dans la maison, prends ton mobile, on fait l'enregistrement quand même. Voilà. T'as de la batterie, ça va? Ouais, j'ai branché, hein. Je suis sur un chargeur. Bah écoute, on va faire avec. Allez, on va faire avec. Merci. On se retrouve comme tous les mois pour passer en revue, revenir sur quelques grands sujets de l'actu du mois. Alors les amis, évidemment, on va parler encore d'intelligence artificielle. Il y a des choses qui arrivent, qui sont en train d'arriver, c'est notamment Apple Intelligence. On dira peut-être un mot du sommet de Paris qui avait lieu récemment, et puis d'autres choses, des effets de bord de l'IA. On va revenir aussi sur un anniversaire, et même 2 anniversaires, les 20 ans de YouTube et les 20 ans de Google Maps. Et comme on est des vieux de la vieille, on a vécu la naissance de ces outils-là, donc on va en parler. Et puis on partira sur, je pense, nos petites anecdotes et confidences habituelles. Si vous êtes prêts, c'est parti. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE-PME, mais aussi, on le sait moins, les grandes entreprises à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom, cybersécurité, spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts de la connectivité et de la donnée. Et là où ils mettent le paquet aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées présentes dans une dizaine de villes. Alors FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux, sans se prendre au sérieux. Leur objectif, c'est de bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B, comme ils l'ont fait dans le grand public. Leur credo, simplicité et innovation. Pour en savoir plus, direction le site web freepro.com. Voilà, les yeux droits dans mon prompteur, hein, parce que moi j'ai un prompteur. Bruno, lui, a rétrogradé en technologie. Moi, je me suis upgradé. Tu vois? T'as un prompteur? J'ai un prompteur. Comme à France Télé? Oui, tout à fait. Ah ouais. Absolument. Ça va. Ouais, je peux faire défiler tout ça. Alors vous, je vous regarde avec les yeux vers le bas et j'allais dire les auditeurs, non, je les regarde pas, je les regarde dans le blanc des yeux. Mais vous qui regardez cette vidéo, je vous regarde droit dans les yeux. L'intelligence artificielle. Ouais. C'est un début tonitruant, là, Jérôme. Hein. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Franchement, on est bien, là. Mais je suis pas animateur de radio, moi, j'y connais rien. En plus, je vois Bruno qui clignote, là. Il n'y a pas de réseau chez lui, le pauvre. Il a 0%. Moi, sur mon truc, là, il a 0%. C'est horrible. Comment ça, 0%? Ah ouais, c'est affreux. De fichiers qui je est sais en pas, train d'uploader. j'ai Bruno, et voilà, j'ai 0% de Bruno. Il va se disloquer, se désintégrer devant moi. C'est horrible. J'ai l'impression qu'on va pas arriver au bout de ce truc. Hein. Mon Dieu. C'est pas possible. Ah ouais. Bon, écoute, on aura toujours une version de secours quand même. Non, mais tu vois pas le 0%? Non. Moi, j'ai 98% et Bruno, Ouais. j'ai 0%. Et François, j'ai d'accord. 99%. Ah, ça, c'est l'upload sur Riverside, c'est ça? Ouais, puis ça, c'est la version C'est ça dont tu mobile parles. qui permet de voir ça. Et on va t'exploser ton forfait, Bruno, non? Non, ça va, ça, j'en ai. Oh my God. On va le ruiner. On te regarde. Bon, on va faire une émission plus courte, alors. Hein? Allez, soyons raisonnables. Et toi, François, ne parle pas trop près de ton micro, s'il te plaît. Ça va, d'accord. C'est compliqué, les consignes techniques, là, aujourd'hui. Bon, les amis, parlons un peu d'intelligence artificielle. Il y avait
ce fameux sommet de l'IA à Paris. On en a beaucoup parlé les uns les autres dans nos émissions respectives. On ne va pas tout refaire en détail, mais avec un peu de recul comme ça, quels souvenirs vous en gardez? Qu'est-ce que vous en avez pensé? François sur place, puisque tu y étais, tout comme moi, au Grand Palais. Et puis Oui. Bruno à distance, tu as suivi ça de très près également, parce que Bruno s'est connecté, il a suivi des conférences, monsieur, car c'est un garçon sérieux. Donc, si c'était quand même l'événement majeur du mois de février, en tout cas en France, Ouais. donc un petit mot là-dessus, Oh, ouais. qu'est-ce que vous en retenez? François? Écoute, j'en retiens plein de choses, et notamment que c'était une très bonne idée, je pense, de la part des organisateurs de faire ce point-là. Tant et si bien que je me suis dit, ça serait peut-être pas mal de faire ça tous les ans, tu vois. Oh. Un sommet de l'IA, enfin un rendez-vous dédié à l'IA, parce que finalement, le CES, c'est un peu un fourre-tout, c'est très bien, hein, il y a plein d'informations sur plein de choses. Vivatech, c'est pas que de l'IA, là aussi, c'est un rendez-vous très généraliste, et avoir quelque chose qui est focusé sur on va dire un phénomène de société, hein, qui est l'intelligence artificielle. Je me disais, je me faisais la réflexion, pourquoi ne pas, tu vois, renouveler ce rendez-vous chaque année. Ouais, c'est Mais vrai. au-delà de ça, c'était intéressant parce qu'il y avait quand même la crème de la crème de la tech à la fois internationale et française. On a vu Sundar Pichai faire un petit discours, il était à quelques mètres de nous, sans compter évidemment les ténors de la tech Sam française. Il y Altman avait, qui est passé par là. voilà, Sam Altman, bien sûr aussi. Et puis après, tous nos Frenchies, Arthur Mensch, avec Xavier Niel aussi, que j'ai eu sur mon plateau. Il y avait Anne Boudreau, qui est passionnante aussi, qui est l'une des organisatrices de ce sommet de l'IA. Donc, franchement, moi, j'ai trouvé ça bien. Ça arrivait aussi dans un... Je trouve que le timing était bien parce que c'est arrivé à un moment où on avait besoin un peu de reprendre la main avec un sujet un peu moins sérieux et grave, si tu veux, dans l'actualité. Et la France, voilà, rayonnait avec quelque chose de positif parce que c'est vrai que ces derniers mois, c'était pas terrible. Et je trouvais ça plutôt bien. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas toi, Bruno, de l'autre côté de l'Atlantique, comment tu as vécu ce rendez-vous? Moi, je trouvais ça intéressant parce que ça permettait, et ça permet toujours à la France de se repositionner sur l'échiquier de l'IA. Un peu comme tu le disais, François, les derniers mois ont été passablement difficiles dans l'industrie. On sentait que vous étiez plus du tout dans la course. Évidemment, il y a quelques semaines auparavant, il y avait l'annonce du 500 milliards d'investissements américains. Donc, c'est un peu difficile de rester dans la course quand on voit autant d'argent être mis sur la place. Et bon, l'arrivée de DeepSeek a comme redonné espoir à tout le monde, et on sentait qu'il y avait un vent d'espoir. Et puis, Jérôme faisait allusion au fait que je regardais, je suivais les conférences. Je me suis tapé ça avec le décalage. Là, je me levais à 3 heures le matin pour suivre ça. Mais pendant 2 jours, ça a été fort intéressant de voir ce qu'ils ont réussi à amener et à se faire parler sur un plateau, d'entendre un homme du clergé de Rome qui parle à un grand entrepreneur genre Airbus, et puis à côté, il y a le patron d'un syndicat américain, et puis je me souviens plus qui était à côté, mais de voir la convergence où tout le monde prend conscience de l'impact que l'IA va avoir dans chacune de leurs sphères. Ça, j'ai pas trouvé ça banal parce que c'était une vision à l'international et on voyait que tout le monde, peu importe où on est sur la planète, on est conscient de ce que ça va changer. En tout cas, du moins, les grands décideurs dans les différents domaines. Puis effectivement, je reviens à ton point, François, je pense que c'est une excellente idée de voir qu'il y a une rencontre annuelle. Bon, maintenant, l'Inde va prendre le relais pour la prochaine édition. On verra comment ça va se passer, mais l'idée d'avoir un rendez-vous annuel, moi, je trouve que c'est intéressant. Ouais, parce que il faut rappeler que en fait c'est déjà un rendez-vous annuel, mais ça n'a pas lieu tout le temps en France, quoi. Ouais. Oui. Et ce que disait François, c'est que si j'ai bien compris, ce serait que de faire un truc comme ça en France chaque année. Oui, mais alors, attends, ce n'est qu'une suggestion. Tu vois, non, bien j'ai sûr, mais entendu c'est une bonne personne idée. parler de ce truc-là, mais je me disais, tiens, pour reprendre la main Mhm. une fois par an sur un sujet aussi important, en plus, Ouais. on a toujours des trucs à raconter, tu vois. Forcément, dans En fait, un il an, faudra un salon de l'IA. il faudrait un salon. salon de l'IA ou quelque chose de peut-être un petit peu plus quali, tu vois. Pour ça que le summum de l'IA, moi, ça me paraissait pas mal parce que le salon, C'est un peu gros.
C'est un peu C'est gros. péjoratif, tu vois, Ouais. ou le sommet de l'IA. Enfin, Ouais. trouver un truc qui permette de faire un point, tu vois. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est la couverture médiatique qu'il y a eu de Oui, ce sommet de c'était l'IA, énorme, énorme. qui a été énorme, Mm. qui a rayonné bien au-delà de notre pays, mais qui a permis aussi à plein de Français qui sont très très loin de tout ça, et évidemment, bon, nous on est dedans, mais il faut bien se rendre compte que l'immense majorité des Français, l'IA pour eux c'est quelque chose qui est incompréhensible et qui leur passe au-dessus de la tête. C'est Absolument. bien que là, à l'occasion de cet événement-là, il y a eu une espèce comment dirais-je, de pédagogie, d'information sur tout ce que ça Ouais. peut représenter. Et rien que pour ça, c'est top, tu vois. Parce que c'est Mm. bien beau de crier haut et fort qu'on va avoir des milliards de data centers, qu'on a les meilleurs chercheurs, etc. Mais si la population ne sait pas de quoi on parle et ne se rend pas compte de la révolution qu'on est en train de vivre, tu vois, c'est un peu débile. Ouais. Et je pense qu'il faut continuer. Nous, notre rôle aussi, je pense, dans tout ça, c'est d'expliquer ce qu'est l'IA, concrètement rassurer les gens, parce que on le voit, les gens qui s'intéressent un peu de loin à tout ça ont peur de l'IA. Ils se disent, bah tiens, est-ce que mon métier va pas être rayé de la carte à cause de l'IA? Voilà, il faut les informer, essayer de les rassurer là-dessus. Comme il y a 20 ans ou 25 ans quand Internet est arrivé, si tu veux, Ouais. il y avait les mêmes problématiques, hein. Ouais, ouais. Jérôme, Non, mais t'en je suis retiens d'accord avec quoi, vous. toi, de ça? Alors, ben, moi, je vais répéter un petit peu ce que j'ai déjà eu l'occasion de te dire, parce qu'on en avait parlé ensemble, Bruno, dans notre rendez-vous hebdo. Plein de choses positives comme vous, mais il y avait un côté un peu entre soi. C'était pas un sommet ouvert à tout le monde. Je veux dire, c'était déjà très difficile d'y accéder, y compris pour des journalistes, ce qui était, Oui. c'était pas simple d'avoir des des accréditations, etc. Et il y avait L'organisation a été un peu à l'arrache quand même, hein, j'ai Ouais, l'impression. voilà. C'était. Mais c'est parce que c'était aussi très français et c'était un sommet. Et un sommet, c'est quoi? C'est des rencontres de chefs d'État ou en tout cas de gens vraiment euh, top level. Et il s'agissait pas d'ouvrir tout ça au grand public. Et c'est là où c'est ce qui manquait, je trouve précisément. C'est que ça aurait dû être beaucoup plus une fête accessible. Moi, j'ai des amis qui me disaient ben ça a l'air intéressant, j'aimerais bien venir demain après-midi, combien ça coûte, comment on fait, etc. Ben non, mais tu peux pas, c'était pas possible en fait. Donc c'était ce côté-là, je trouve que ça faisait, et puis même symboliquement, le Grand Palais qui ressemble à un château fort, mais là c'était complètement un château fort. C'était verrouillé, Ouais. il y avait une Ouais, il y avait sécurité des mesures de sécurité qui étaient des mesures de impressionnantes. Ouais. sécurité incroyables. Moi, pour la Mm. petite histoire, j'étais resté pour l'intervention d'Emmanuel Macron et j'étais à l'étage parce qu'on voyait très très bien. C'était une espèce de balustrade, on voyait parfaitement bien le truc. Et à la fin, pour redescendre, on n'était pas très nombreux, hein, quelques journalistes, on ne pouvait pas passer parce que la sécurité nous bloquait, le service de presse nous bloquait, et on a attendu un quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir sortir, parce qu'il fallait laisser d'abord passer le président de la République, parce que la sécurité était en panique, ils avaient peur que les journalistes, une fois dehors sur le perron, essayent de tendre leur micro à Emmanuel Macron, alors que c'était pas prévu, etc., etc. Donc tout était verrouillé de tous les côtés, il n'y avait aucune spontanéité, c'était un peu dommage. Alors je dis pas, quand il y a un président de la République qui se promène, on voit ce qui se passe au salon de l'agriculture en ce moment, c'est pas possible d'ouvrir ça à tout le monde. Mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Et puis surtout, il aurait fallu pouvoir. On parlait tellement de l'IA dans les médias, il aurait fallu que les gens sur place, au moins, puissent aller toucher du doigt quelque chose, aller rencontrer des gens, faire des expérimentations, etc. Bon, il faudra Ouais. attendre sans doute Vivatech pour faire ça. Et puis après, moi, je me suis beaucoup focalisé. C'est intéressant parce qu'en fait, on a vu différentes choses. Bruno, les conférences. François, toi, tu as traité beaucoup avec les entrepreneurs et tout. Moi, je me suis un peu focalisé sur l'aspect politique. Et il y a eu pas mal d'annonces. C'était ça qui était aussi intéressant. Maintenant, voilà, les annonces, c'est très bien. Ça a donné la pêche à tout le monde. 190 milliards par-ci, 200 milliards par-là, etc. Mais c'est beaucoup de belles paroles. Et qu'est-ce qui va rester de tout ça ? Est-ce que vraiment ça va être suivi des faits ? Et je dirais même que quand tu vois dans le même temps où l'administration Trump s'est mise en route en 4e vitesse, alors je ne fais pas la pub de Trump, hein, mais il faut reconnaître que son début de mandat, c'est incroyable, la vitesse à laquelle avec Musk, ils ont tout embrayé. On en pense qu'on en veut, mais en tout cas dans l'action, c'est spectaculaire.
Et nous, ok, on a fait des beaux discours, mais elles sont où les actions? Pourquoi Ursula von der Leyen, elle a pas dit, mais demain il se passe ceci, aujourd'hui il se passe cela, rendez-vous la semaine prochaine pour... Non, c'est il faut, il y a qu'à, faut qu'on, etc. Et bon, et ça va prendre combien de temps? 2 ans pour que tout ça se mette en place? Voilà, c'est un peu les réserves que moi je fais par rapport à tout ça. Non, mais tu as raison. Je pense qu'il n'y a pas... Il y a une espèce de démobilisation européenne. C'est-à-dire qu'on voit que l'Europe, c'est une multitude de pays qui voilà, ont chacun leurs intérêts, leurs précarés, leurs avis. Et il est compliqué, sur des sujets aussi importants, d'avoir une seule et unique voix, je pense, tu vois. Oui, on le voit sur plein de choses, sur la défense, on le voit sur plein de choses, et etc., on n'a pas fini de le voir, je pense, tu vois. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'avec l'accélération trumpienne, si je puis me permettre, il faut absolument qu'on se mette d'accord, entre nous, pour aller dans une seule et unique direction, parce qu'autrement ça va pas être joli, hein. Bien sûr, c'est clair. Bon, alors ça c'est pour les grandes considérations un peu politiques. Maintenant, si on revenait à des choses un peu plus concrètes et immédiates, il faut qu'on parle d'Apple Intelligence. Donc ça y est, mon cher Bruno, chez nous ça arrive, Apple Intelligence, qui est donc sorti aux États-Unis. Je suis content pour vous. Ça arrive avec de belles fonctionnalités, ça va permettre de faire du dessin animé, mais de l'autre côté, vous allez aussi avoir des soucis, par exemple, parce que il y a tout le volet du résumé, là, c'est pas fait. Ouais, mais on va en parler juste. C'est pour remettre un brin de contexte. C'est pas encore tout à fait là. Donc les fonctions Apple Intelligence, ça arrivera officiellement en avril pour les utilisateurs. Voilà. Et là, c'est en bêta. Mais évidemment, les cinglés que nous sommes, notamment François et moi, on s'est jetés là-dessus. Et donc, il faut installer la version iOS 18.4 bêta développeur. Donc, il faut créer un compte développeur. Alors, c'est vrai qu'on a ça depuis très longtemps. Et ensuite, ça ne marche que sur les iPhones les plus récents. Mais ça nous a permis de tester Apple Intelligence, n'est-ce pas, François? Oui. Alors, tu n'es pas obligé d'avoir un compte développeur, mon ami. Il suffit d'aller, si vous avez un iPhone récent, donc un 16 ou un 15 Pro, vous allez sur le navigateur de Safari, vous tapez Beta Apple. Là, vous rentrez votre mail, votre compte Apple, c'est tout. Vous cliquez et vous retournez dans le menu réglage, et dans mise à jour, vous avez une ligne qui apparaît avec téléchargement de 18.4 bêta. Donc, tu n'es même pas obligé d'être développeur. Parce que alors, moi, je suis un compte développeur, et donc il fallait que j'aille dans l'option. Toi, tu l'avais automatiquement. Voilà, mais il fallait que je lui dise, montre-moi les mises à jour développeurs. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment... Tu n'es pas obligé d'avoir un compte développeur, tout le monde peut le faire. Oui, D'accord, ok. J'allais dire, mais il y a une étape à faire avant de faire ça, parce que là, il y a des gens qui vont aller directement sur le lien que tu as donné. Faites une sauvegarde de votre appareil, des données sur votre appareil, parce que si vous avez un problème avec la bêta, vous allez regretter d'avoir écouté le conseil et d'aller sur ce lien-là pour télécharger. Assurez-vous de faire une sauvegarde avant. En principe, les sauvegardes sont automatiques sur iCloud. Hein. En principe. Je suis pas sûr, juste pour être certain que ça s'est fait. Là. D'ailleurs, Apple le stipule bien, le précise bien. Faites une sauvegarde de votre iOS, etc., etc. Oui, en théorie, il faut faire ça avec un iPhone dédié. Il ne faut pas faire ça avec son iPhone de tous les jours. Moi, je le fais avec mon iPhone. Moi aussi, parce qu'on est cinglé, mais voilà. Et puis, je n'ai pas 50 iPhones aussi, accessoirement. Surtout qu'il faut un iPhone récent, donc à chaque fois, c'est beaucoup d'argent. T'as qu'un seul iPhone 16? Ah ouais, peut-être. Ouais, je sais. Et donc, depuis hier, je teste. Il y a alors, il n'y a rien de révolutionnaire. Bon, déjà, la mauvaise nouvelle, Siri, chez moi, il est encore plus con qu'avant. Je ne sais pas vous, je ne sais pas toi, mais je lui demande des trucs, il me dit, je comprends pas. Il est là, complètement lobotomisé. Mais après, je veux pas défendre Apple, mais c'est une bêta. Donc, il faut savoir ce qu'on télécharge aussi. La version définitive est prévue en avril. On est fin février. Donc, il y a encore 2 mois, si vous voulez. Donc, moi, je trouve qu'il comprend un peu mieux quand même, Siri. Ah bon? Oui. Il est un peu comme ça. Rien, quoi. Non, mais parfois, il a un champ de réponse qui est limité.
Mais sur la compréhension, il comprend plus le langage naturel. Il est un peu comme ChatGPT. Tu peux lui dire, tu peux hésiter, tu peux faire des retours en arrière, tu peux lui dire, tiens, après, réveille-moi demain à 9h. Ah non, pardon, je me suis trompé. Réveille-moi demain à 8h, etc. Ça, il comprend. Alors qu'avant, il était dans la panade. Donc ça, c'est quand même un premier pas. Et après, je suis d'accord avec toi que Siri, il faut vraiment qu'il s'améliore parce que ça devient catastrophique. Hein. Bon, ça c'était le point négatif. Ouais. Après, ce qu'il y a de pas mal, moi je trouve, c'est Ça fait rire le résumé de mail. Ça c'est cool. Je sais pas si tu as testé, Jérôme. Alors, mais je le cherche, je n'arrive pas à l'éprouver, ce truc-là. Non. En fait, quand tu ouvres ton mail, tu prends... parce que moi, Attends, parce que le problème, il est là, et ça, je pense qu'on va en parler. C'est que moi, j'utilise les outils Google sur iPhone. Je suis sur Chrome et je suis sur Gmail. Et j'ai mis de côté Safari et... Mais t'as pas l'appli mail ? Je l'ai, bien sûr, mais je l'utilise pas. Je ne l'utilise jamais. Tu vois, au moment où je te parle, je suis en train de la lancer. Et donc, effectivement, d'accord. Ah, ben voilà. Non, mais c'est ça. Mais là, il va falloir utiliser Gemini pour faire ton analyse courriel. Tu as raison. Dans ton application de Gmail. Absolument. Ce que je fais à la maison. C'est gratuit ou payant, ça, Bruno ? C'est payant. Mais ça vient avec le forfait de $20 par mois qui donne amplement de services. Ok, mais parce que là, bon, évidemment, c'est compris dans l'abonnement. Oui. C'est compris dans la mise à jour, si tu veux. Ouais. Et donc, quand tu lances l'appli mail, tu prends un mail n'importe lequel. Par exemple, voilà, là, je suis sur un mail de ma productrice adorée, Léa. Il suffit de cliquer en haut résumé. Et là, vous avez le résumé du mail en quelques lignes, avec une précision vraiment terrible, quoi. Ça marche très très bien. Je suis en train de faire le test en même temps. Ouais. Il prend même l'historique des échanges de mails. Si par exemple c'est une boucle de mails où il y en a plusieurs, il remonte en fait et il vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors, moi, je l'ai en anglais. Toi aussi ? Ah non, moi je l'ai en français. Tu l'as en français. Et pourtant, sur des mails français, il me parle anglais. Là. Ah ben moi, il me parle en français, mais peut-être qu'il faudrait que tu ailles dans les menus de l'iPhone. Et ton interface de base, Jérôme, elle est en anglais ou en français? Non, elle est en français. OK. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Et donc voilà, et franchement ça c'est pas mal. Après qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai vu, alors il y a un truc aussi qui est arrivé sur les e-messages, ou d'une manière générale sur tout ce qui est SMS, etc. Dès que vous recevez un SMS, ou dès que vous êtes dans une discussion, au bout d'un moment, il vous propose une réponse. Au lieu que vous la fassiez vous, il vous propose une réponse. Ouais. Qui, moi j'aime pas trop ça. Hein. Je préfère quand même personnaliser ma réponse, mais enfin voilà. Moi, j'utilise ça déjà sur Gmail, sur ordinateur. Il y a un petit plugin, je ne sais plus comment il s'appelle, mais parfois qui te permet de générer des réponses avec ChatGPT. Et quelquefois, tu vois, quand tu fais des réponses un peu formelles ou sur des trucs, des sujets, je sais pas quoi, techniques ou administratifs ou autres, un peu compliqués, ou que tu veux être poli, dire que telle ou telle chose t'intéresse pas, en 3 clics, il te fait des réponses qui sont assez géniales quand même. Hein. Ouais. Non, ça c'est clair. Après, il y a les photos. Donc la gomme magique, waouh, la gomme magique, c'est nouveau. ça fait un siècle que ça existe chez Android. Mais là, bon, voilà, enfin ils s'y mettent. Vous voulez voir la gomme magique ? Regardez la gomme magique, elle est là. Donc par exemple, vous voyez cette petite souris là. Ouais, donc là, tu nous montres une photo avec un ordi avec une souris et j'enlève la petite souris. Tu griffonnes la souris et hop. Et là, qu'est-ce que je fais ? Un gros pâté. T'as fait un gros pâté. J'ai fait un gros pâté. Et puis voilà, regardez la souris. Ah voilà. Ouais. Il a gardé il y a le fil, toujours. Il a laissé le fil. Mais elle est où, François, la souris ? C'est le chat qui l'a mangé. D'accord. Ça, et puis... Donc ça, après, on pouvait déjà le faire avec des applis tierces, etc., bien sûr. Mais maintenant, c'est intégré dans Photo, quoi. Voilà. Ça va faire peut-être du mal à des applications qui proposaient ça, si tu veux, dans leur business model. Hein. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, Apple arrive et casse des business assez impressionnants. Il y a aussi un autre truc qui est amusant, mais bof, c'est les emojis générés par l'IA. Donc en fait, quand vous envoyez un petit message, un SMS, vous avez à côté de emoji, vous avez Gmoji, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, Gmoji.
Voilà. Et vous pouvez donc taper Tu peux une personnaliser. petite. Moi, je m'en suis fait un. Regarde, voilà, je le montre à la Il est caméra. superbe. Il est Ah, t'es magnifique. Ah magnifique. ouais. Donc, c'est un Ah bonhomme. ouais. Donc, avec une cravate et avec un Je micro. pense que ça va devenir ta photo officielle. C'est impressionnant. Absolument. Et donc après, vous tapez par exemple un descriptif de ce que vous voulez dans l'emoji et vous dites, je sais pas, moi je veux un petit requin avec des lunettes de soleil et puis paf, vous avez un requin qui apparaît avec des lunettes de soleil, quoi. Le truc bouleversant. Mm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a je pense que c'est très riche, Apple Ouais. Intelligence, et on s'en sert, on découvre de nouvelles fonctionnalités au fil de l'eau. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que bon là moi je l'ai téléchargé il y a 24 heures, j'ai vu ces trucs là, mais je pense qu'on va avoir d'autres surprises dans les semaines qui viennent. Ben oui, parce que c'est Mais pas c'est- une appli. Ouais, vas-y Bruno. Non, mais j'allais dire, et c'est pour ça que moi, ce que je répète depuis quelques mois maintenant, c'est que personnellement, j'ai hâte à la présentation de septembre prochain, où là, on va présenter le nouveau iPhone 2017 avec une Apple Intelligence qui fonctionne, qui a été testée et qui va là se retrouver dans plusieurs applications ou fonctionnalités du téléphone parce qu'on aura eu le temps de réfléchir à la chose. Là, j'ai l'impression qu'on l'a fait à la sauvette. Ce qui devait être formidable et changé, c'était un peu comme tu dis, François, le résumé des courriels. Ça devait être fait avec l'information, ça devait être fait avec les textos. Mais ça, à un moment donné, ils ont vu que ça dérapait un peu, alors ils ont retiré cet angle-là. Ben, évidemment, dans tes courriels, c'est plus restreint, ça reste concentré, donc il y a moins de chances de dérapage. Mais moi, je leur donne encore quelques mois et j'ai l'impression qu'en septembre, et là, on va être avec quelque chose de beaucoup plus solide. En attendant, ben, vous l'avez dit, hein, vous avez téléchargé la bêta, vous êtes les bêta-testeurs. Ouais. Non mais c'est clair, il faut jouer le jeu, hein. C'est clair. Et Tout à fait. bon, nous ça fait partie un petit peu de notre Vous avez passé votre vie à boulot. bêta-tester. Voilà, c'est ça. Et étant donné que c'est très attendu, c'est intéressant. Voilà, est-ce qu'on le conseille Franchement, pour l'instant, restez sur 18.3.1 Bah, et attendez. patientez jusqu'au mois d'avril, à moins de Voilà, ça va vraiment. vite arriver. Et comme ça, on essuie les plâtres à votre place. Ça, c'est cool. Exactement. Ouais. Donc ça y est, nous on Mais a tu des sais- iPhones qui chauffent, qui. Mais en tout cas, je trouvais que c'était pas super rapide et notamment sur Siri parce que parfois, quand il sait pas répondre, bah, il va aller chercher la réponse sur ChatGPT, à condition qu'on lui ait accordé l'autorisation de se connecter à ChatGPT. Moi, j'ai fait un test tout à l'heure. Bah, tu sais que on va partir bientôt à Barcelone pour le salon de la téléphonie Oui. mobile. Donc voilà. Donc moi j'aime bien toujours m'immerger un peu dans la culture locale. Donc je vais demander un petit peu de me parler de la différence entre le jambon serrano et le jambon ibérico. Tu vois, histoire d'avoir un peu de background avant d'attaquer le salon, quoi. Tu vois, de savoir Tu un sais que peu Bruno, l'une des obsessions de Jérôme, c'est le jambon. Tu le sais. jambon espagnol et plus Ah, particulièrement espagnol, le ouais. jambon ibérique. Et Oui. qui est quand même, ouais, enfin, qui est une des 10 merveilles du monde, le jambon espagnol. Il en perd ses mots. Ah, j'en peux plus. Tout à l'heure, il va baver Ah, sur le micro, ouais. ça va être horrible. Bon, Et tu sais que qui coûte Jérôme, trop tu cher es prêt d'ailleurs, mais bon. le jour où c'est t'en du as marre de caviar. la tech, le jour où t'en as marre de la tech, tu Je peux me faire un lance dans le podcast sur jambon. les jambons. Hein. Ben voilà, pourquoi pas. Tu sais. Et donc j'ai appris des trucs qui étaient pas mal. La différence entre le Serrano et l'Iberico, je vais pas rentrer dans le détail, c'est pas exactement le sujet, mais en revanche les réponses étaient vachement longues. Hein. Ah ouais. Ouais, c'était super long. Et puis alors pour des raisons que j'ai pas compris, du coup Siri ne me parle plus, il m'écrit simplement. Tu vois, il ose Mais pas répondre. Jérôme, En fait, je Il crois en que a c'est marre. non, c'est quand il interroge ChatGPT, il ne parle plus. Alors que moi, quand je discute directement avec ChatGPT, il me parle. ouais, il n'y a pas, C'est la QLD. latence. Mais Jérôme, là, ce qu'il Mais faut non. que tu fasses, là, quand tu vas nous Ouais. laisser, c'est d'aller sur ChatGPT et d'utiliser, puisque tu as un abonnement, d'utiliser une de tes deep dive de recherche avec ChatGPT et il va te donner un 50 pages de recherche sur le sujet du jambon espagnol. Exactement, le deep dive, la recherche Ah, profonde. enfin, Tout à fait. Je ChatGPT qui voulais sert le à quelque faire. chose pour toi. J'aimerais bien faire une thèse sur le jambon espagnol et donc je vais lui Nous demander de me la l'attendons, faire, de me la Jérôme, préparer. nous Ouais, tout à l'attendons. fait. D'ailleurs, nous allons avec Jérôme approfondir cette thèse On dès va- ce week-end. Tu es Avant d'accord? le Mobile World Congress, on va aller goûter
Enfin, donner de Wow. notre personne, hein, Jérôme, on peut le dire. Hein. Exactement. On est prêt à Voilà, tout pour- tester. Nous, on teste les Bien bêtas sûr. d'Apple et on va aussi tester les tapas et les jambons. L'idée, c'est de nourrir, non pas nous, mais la communauté. Oui, et puis oui, notre finalement, culture c'est ça. personnelle. Notre Mais en soif fait, de la sûr. connaissance, notre faim. Exactement. Mais juste C'est pour ça. revenir sur Apple Intelligence, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'une fois de plus, finalement, Apple nous montre qu'ils révolutionnent pas le truc. Ils vont intégrer des choses qui existent déjà, qu'on utilise déjà avec des outils divers et variés. Simplement là, évidemment, la force, c'est que ce sera hyper facile à utiliser pour tout le monde parce que ce sera directement au niveau du système d'exploitation, donc de l'iPhone, etc. Mais avec quand même cette limite que j'évoquais au début, qui est que, eh bien, ça reste réservé aux applications Apple. Et typiquement, là, le résumé des mails, comme le résumé aussi peut aussi te résumer des articles, des pages web, ça ne marche que sur l'appli mail d'Apple, ça ne marche que sur Safari. Moi, sur Chrome, j'ai pas les résumés, machin. Donc, on retombe toujours dans les mêmes Jérôme, c'est silos. une question de temps. Tu le sais bien que l'Europe Oui. va réglementer. Ah, Ah, bien sûr, on va arriver. On va arriver avec nos grands chevaux. Il y avait aussi un truc, moi, qui m'a choqué, c'est que ce résumé de mail, je le trouve très sympa. Franchement, c'est très agréable, mais ça donne un coup de vieux à mon Outlook. Parce que en fait, Outlook n'a pas cette fonctionnalité. Rappelons qu'Outlook c'est Microsoft, que Microsoft c'est aussi OpenAI, etc. Et je trouve que mine de rien, on arrive aussi à un moment où mais tu n'as pas tout le Copilot? monde cherche son modèle économique. Tu l'as, mais ça coûte 30 euros par Ouais, mois. c'est ça. Donc, en fait, tu oui, veux- tu l'as si pas. tu veux avoir Copilot. bien Et sûr. là, Apple le propose gratuitement, ce service. Ouais. D'accord. C'est vrai. Et tu te dis, Microsoft et Outlook, ils sont un peu à la ramasse, quoi. Ouais. Je veux dire, là encore, c'est en démocratisant de nouveaux services qu'on va se rendre compte que des services payants ne le méritent pas. Tu vois. Et Copilot à 30 euros par mois, c'est impossible, c'est débile. Et je Mais pense que François, Microsoft va commencer. Oui. garde quand même en tête que les gens qui vont utiliser Apple Intelligence vont quand même avoir fait une mise de fonds de quoi, le 1500, 1600 euros pour avoir l'appareil. Pour Alors, l'iPhone. de leur Oui, bien donner sûr. accès à ça, qui est essentiellement un incitatif à acheter des nouveaux appareils, je pense que c'est la moindre des choses de leur offrir le service gratuitement. Tandis qu'avec Tu as raison. Microsoft, et puis je veux pas défendre Microsoft, mais Microsoft, tu peux installer Windows, tu dois presque par défaut utiliser Windows 11 sur les nouveaux ordinateurs, mais ils touchent pas un rond sur l'ordinateur, ils touchent sur le OS et puis les services qu'ils offrent après. Alors, elle est là la nuance qui est importante au niveau du modèle économique. Tu as raison, mais typiquement, moi j'ai Outlook au sein de l'entreprise de BFM, tu vois, donc c'est un sujet c'est un service qu'on paye, parce que Office 365, ça coûte de l'argent. Tu vois, c'est pas gratuit. Et à partir du moment où je pense que ça va devenir ce résumé de mail une commodité. Tu vois, ça va pas être une option payante, c'est pas possible, ça peut pas rester comme ça, tu vois. Donc, tu as raison. Quand il y a un modèle totalement gratuit avec Windows, soit. Mais typiquement, moi, j'utilise en tant qu'employé salarié un Office 365 qui coûte cher à l'entreprise. Il faut qu'ils rajoutent encore pour avoir ce service-là. Mais sur la dernière déclinaison, en tout cas, tu pourrais peut-être vérifier avec les gens des TI, mais sur les dernières versions entreprises, si je me trompe pas, ils ont haussé le montant de la licence pour inclure le copilote. Là, à savoir est-ce qu'il roule sur une... Mais il faudra voir de ce bon, côté-là. en tout cas, nous, on a Office, tu sais, avec Office 365, quoi, avec les mails, avec Word, Excel, tous ces trucs-là, qui est compris en fait pour chaque collaborateur. Mais je n'ai pas vu, alors peut-être, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu une fonctionnalité simple de résumé de mail, tu vois. Et crois-moi, tu le verrais parce que ce serait la première chose qui sauterait dans le visage. Si Microsoft embarque ça, ben oui. Et comme vous, je reçois beaucoup de mails et franchement, c'est très pratique, tu vois. Si on pouvait avoir un truc, même encore plus fin que ça, c'est que toutes les 2 ou 3 heures, tu as un résumé de tous les mails qui t'arrivent, tu vois, en te disant, bah tiens, Bruno a une coupure de courant, il est en retard, machin. Jérôme Colombin a commandé 3 kilos de jambon, machin. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là. 3 kilos, j'aimerais bien, vu le prix du patanegra. Ouais, c'est vrai. Mais t'as vu, François, ça va arriver incessamment sous peu avec le nouveau iOS d'Apple.
au niveau des notifications. Et ça, je trouve ça intéressant. Il va se Ouais. mettre à gérer ton système de notification. Et donc, ton livreur Uber que tu attends avec ton lunch, ben, il va passer au-dessus de la promo d'un commerce que tu suis, là. Et ça, je trouve ça intéressant. Ouais, Dites, on est d'accord. moi, ça me fait penser à un truc. Est-ce que, quand même, avec ces outils qu'on utilise de plus en plus et que, du coup, comme tu dis, en plus, maintenant, ça va devenir des commodités, donc ça va être vraiment généralisé. Vous n'avez pas l'impression un peu quand même de tomber dans ce problème qu'on évoque depuis longtemps, qui est qu'on va de moins en moins fonctionner notre cerveau pour un certain nombre de choses. Mais tu sais, d'une manière générale, la tech, Jérôme, c'est étonnant que tu aies Oui, cette question. j'enfonce des portes ouvertes, c'est ça que tu... Non, c'est Non? intéressant parce que je me suis posé la question il y a une semaine. Ouais. Et je me suis fait cette même réflexion. J'étais dans un Uber et le gars a lancé son Waze alors que, si tu veux, il n'y avait pas de raison, quoi. C'était vraiment un point A, un point B. Il y avait pas de... Comment dire? Moi, je fais ça tout le Tu temps. vois, Tout le temps. oui, C'était tout mais droit. c'est de l'assistanat Alors, quasi. non, parce que Waze, je suis pas d'accord. Waze, moi, je fais ça même pour des petites distances, des chemins que je connais très bien. Mais pourquoi? Parce que Waze a des informations que je n'ai pas, qui sont les infos trafic. C'est-à-dire qu'une route que tu connais bien, il se peut que ce jour-là, à ce moment-là, elle soit embouteillée. Et ça, Waze le sait. Donc, c'est quand même ça qui est intéressant. Alors, après, l'exemple que tu donnes n'est pas faux pour autant. Il y a plein de situations où ça nous arrive tous. Mais moi, je vois qu'avec l'IA générative, quand même, de plus en plus, je ne vais jamais commencer un courrier ou commencer à travailler sur je sais pas quoi, un article, un truc professionnel ou autre, sans passer par ChatGPT. Parce que je me dis, avec ChatGPT, au moins j'oublierai rien, tu vois. Mais c'est aussi parce que ça va me faciliter la tâche. Il va aller chercher les mots dont j'aurai besoin et j'aurai même plus besoin. Moi, jusqu'à présent, je me débrouillais pas trop pour écrire des lettres, des choses, des demandes officielles, des trucs, je sais pas quoi, des trucs administratifs, des CV ou autres. J'étais pas trop mauvais, des lettres de motivation par exemple, tu vois, tu aides les enfants à écrire leurs lettres de motivation pour la fac ou je ne sais où. J'étais pas trop mauvais à cet exercice-là, mais aujourd'hui, je délègue tout de suite. Premier réflexe, hop, ChatGPT. Et c'est terrible parce que c'est un entraînement cérébral qu'on va perdre petit à petit en fait. Mais Jérôme, ce dont tu parles, c'est la paresse cognitive. Et ça, Ouais, c'est ça. François Le avait mot raison, est joli. c'est apparu avec l'Internet. Bon, vous, même avant avec le Minitel, mais moi, je me souviens, avant l'arrivée de l'Internet en Amérique du Nord, on avait encore des grands bottins téléphoniques et on cherchait. Moi, Ouais. tu sais, c'était le b.a.-ba du journalisme, c'était d'avoir un bottin téléphonique pour trouver le numéro de téléphone du Bien prochain sûr. invité que tu voulais avoir. Puis après, Bien sûr. si t'étais Bien chanceux, sûr. t'avais un carnet, là. Et puis, tu Mais avais des métiers qui n'existent plus. Les ben oui, documentalistes dans le mais c'est journalisme. ça. Tu vois, Mais Mais donc, c'est ça. Alors, la paresse cognitive, elle est arrivée avec l'Internet, mais c'est sûr qu'elle est décuplée avec l'IA parce que le syndrome de la page blanche, ça n'existe plus. L'IA va te faire un document martyr sur lequel, après, tu peux biffer, tu peux changer, tu peux adapter, tu peux tout enlever si tu veux. Mais il y a quelque chose qui est là. Il y a un premier raisonnement qui est là. À passer la requête, on s'entend, là. Il y a un premier raisonnement important qui est là et qui t'évite d'avoir à apporter une grande réflexion. Après, si tu veux adapter ton document, peu importe que ce soit un texte ou une image là, ou une vidéo, ben là, toi, tu as à avoir une réflexion, il y a un regard critique par rapport à ce qui a été donné. Et c'est sûr qu'il y a une partie de la démarche intellectuelle qui est en train de s'effacer de nos vies. mais bien sûr, prenons l'exemple de la mémorisation des numéros de téléphone. Ah, C'est un exemple tout bête. Mais rappelez-vous, Oui. il y a 20 ans Ouais. ou 25 ans, on connaissait 20, 30, 40 numéros de téléphone de nos proches par cœur parce que on n'avait pas de carnet forcément, parce que c'était plus pratique et c'était un moyen mémotechnique de gagner du temps. Ok. Maintenant, je vous défie à tous les deux de connaître 10 numéros par cœur. Voilà. Parce Non, que bien sûr. aujourd'hui, avec notre téléphone, on a cette paresse intellectuelle où on ne retient plus les numéros de téléphone. Alors peut-être, oui, nos proches. Moi, je me souviens de celui de Jérôme parce que je sais pas pourquoi, je l'ai tellement tapé que je m'en souviens. Mais mais il il y y a a aussi un quelques tatou numéros sur comme ton ça. bras, là. Ouais.
Oui, c'est vrai, j'ai un tatouage. Ouais, c'est vrai. Mais Ouais, typiquement, voilà, avant, on se souvenait naturellement des numéros de téléphone. oui, mais Aujourd'hui, tu vois, alors c'est bon, terminé. ça c'est vrai, bien sûr, ce que tu dis. Et moi, mon arrière-grand-mère connaissait tous les départements français et toutes les préfectures de France. Mais ça, c'est Et fini. Waouh! ça Eh s'est oui, bien perdu sûr. Ouais. même à la Eh oui. génération de mes parents. Mais c'était que de la mémoire, ça. C'était du stockage, en fait. C'était pas du raisonnement. C'était pas de la construction intellectuelle. Et avec l'IA générative, c'est vraiment du travail intellectuel que tu délègues complètement. Tu as des phrases à faire, tu veux aligner des idées, tu veux structurer un propos, bah, tu te donnes même plus la peine de le faire. Tu vas corriger ce que va faire l'IA. Alors, il faut pouvoir corriger après. Et je pense Oui, que il faut avoir le talent créatif de corriger. ben, et puis on est d'une génération où, comme on sait le faire en vrai, eh ben, on peut corriger l'IA. Mais les générations qui nous suivent, Oui, oui, qui oui. dès le départ vont demander à l'IA de travailler pour eux, pour elles, je pense que là vraiment, ça va être une catastrophe ce truc-là. Non, non, mais tu as raison. Il faudrait à ce moment-là qu'il y ait des pannes de courant, comme chez Bruno régulièrement. Tu vois. Exactement. Bon, c'est pas revenu. C'est pas revenu Non, encore ton courant là. non. Bon, Et je pense qu'on peut bah, peut-être aller c'est chercher dommage. une commandite de l'EDF ou quelque chose comme ça. En tout cas, écoute, ça a l'air bien étudié ton truc, parce que il faut dire que Bruno nous a envoyé par WhatsApp la photo, la carte de son quartier avec le schéma exact du secteur qui était impacté, c'est ça? Et ça, il faut saluer le C'est savoir-faire de Hydro-Québec. Ça fait des années que ça existe, c'est dans l'application et c'est c'est Infopan. Et top. donc, en temps réel, ça te permet de savoir où il y a des pannes d'électricité à travers le Québec. Et lorsqu'il y a une panne, ça te permet de savoir où ils sont rendus dans la résolution de la panne Ouais. et l'heure Alors ça existe approximative à aussi en laquelle ça France, doit. hein. Ça existe aussi en France. Je crois que il y a une appli EDF et je crois qu'il y a une appli Enedis aussi qui fait ça. Ouais, mais c'est pas aussi Mais bien que la la carte, nôtre. je connaissais pas. Non, mais bien sûr, c'est pas aussi bien que vous, Ouais, forcément. c'est ça. Un jour, Et ça le sera. bon, bref, c'est pas Ben, revenu. En plus, ça- sur la carte, on voit que t'as pas de bol parce que t'es vraiment à la limite, quoi. À 5 mètres près, t'avais encore du courant. ben, de Si l'autre côté de la rue, t'habitais ça de allait. l'autre côté de la rue, ouais, Tire une rallonge. c'est ballot. Tu peux pas aller faire le podcast chez tes voisins, non? Non, Il non, fait non, froid non. là en ce moment? Où tu es, Non, on est. Bruno? Ça fait 2 semaines qu'on était à -20 et là, on est à autour du zéro. Mais tu vois, Ah ouais. Montréal qui a vécu une Ouais. tempête de Zéro, c'est le 75 printemps pour eux. centimètres, ben là, la moitié de la ville n'est pas encore déneigée. Waouh. Waouh. Plus qu'une Ouais, semaine. mais vous, Et ça vous comment fait pas peur, quoi. On envoie les chasse-neige, tout le monde a des Ah, on fait du pelles, ski de etc. fond, on fait la raquette. Vous faites du ski. D'accord. Waouh. Ouais, Moi, je me on souviens sort d'une les chiens, fois, on sort le traîneau. je me On souviens sort les chiens. c'est vrai que c'est impressionnant. Moi, je me souviens d'un séjour à Montréal il y a quelques années. Oui, ben, je me Et souviens de vraiment, t'avoir croisé avec ton gros Canada Goose. ah ouais, t'es obligé d'avoir une parka, un machin sur la tête, et puis quand tu pars faire des courses, tu marches sur le trottoir, mais en fait le trottoir c'est un sillon avec comment on appelle ça, des monticules de neige de part et d'autre, et puis tu baisses la tête parce que tu peux pas, sinon tu te prends tout dans la figure. C'est Ah, ça, route, c'est une hein, journée c'est de un autre. Montréalais, c'est tout. Ouais, ouais, magnifique. C'est pour ça que vous vivez sous terre d'ailleurs. Ben oui. Hein, il y a voilà, il y a des souterrains, des trucs comme ça. Il y a le. Bon, enfin bref, je vais éviter les blagues géopolitiques. Bon, les amis, allez, il nous Arrêtez. reste pas très très longtemps. Je voulais qu'on parle d'un anniversaire, de 2 anniversaires, d'un double anniversaire. Et c'est pas rien parce que c'est les 20 ans à la fois de YouTube et de Google Maps. Et donc, comme je disais au début, c'est des trucs ça nous parle, quoi. On les a vus tout petits, Mais, ces bébés-là. mais permettez-moi de commencer en disant que l'anniversaire de YouTube, c'est un peu aussi votre anniversaire. À vous deux. Ouais, c'est vrai. Ce que François a rappelé avant qu'on commence l'émission, YouTube, on a démarré la chaîne techno, etc. au début de YouTube, en fait. Hein. Ouais. C'était quoi, 2006, 2007, je crois. Ouais, Quelque chose ouais, comme ouais, ça. c'est ça, 2006, ouais. ouais. Waouh. Et c'est vrai que comment dirais-je, quand on a découvert ce produit YouTube à l'époque et qui était d'une simplicité déjà désarmante, hein, très facilement on pouvait uploader une vidéo
En plus, nous, avec Jérôme, on faisait des vidéos avec, je me souviens, le N95 de Nokia à l'époque. Ah Oui. Il n'y oui, avait pas encore quel l'iPhone. appareil. Et Ouais, c'était un capteur. Voilà, il y avait un capteur 5 mégapixels. ouais. Je crois qu'on C'était un pouvait des filmer en premiers qui HD. permettait Alors, de faire des vidéos. Ouais. et voilà, et on faisait des vidéos avec un son dégueulasse, enfin une luminosité catastrophique, mais ça nous Oui, mais faisait c'était rigoler. du jamais vu à Après, l'époque. non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Et franchement, nous, quand on a, comment dirais-je, on a pris cet outil YouTube, on s'en est après servi à fond, et on était très heureux parce qu'on voyait notre communauté qui grossissait à une vitesse folle. Et puis tout de suite, enfin, le succès de YouTube a été quasi instantané. C'est-à-dire que dès que c'est arrivé, tout le monde allait sur YouTube. Au début, il y avait Il y avait Dailymotion aussi. il y avait Dailymotion, mais C'est vrai. Dailymotion était. Il y avait une compétition à l'époque, mais Et il y avait un comme il problème y avait Google d'interface. derrière YouTube, Ouais. voilà. Ouais. Et voilà. Et nous, on a posté, je sais pas combien de vidéos, Jérôme, sur YouTube pendant toutes ces années de la chaîne Techno, et ça a été, pour nous, ça a été un outil formidable, YouTube. Bah Vraiment. Si on a pu faire la chaîne Techno, si on a pu après faire plein de choses, Jérôme et moi, c'est grâce à YouTube, parce que c'était formidable. Formidable. YouTube On a faisait été... des lives. Après, on avait été les premiers à faire des lives au C'est début c'était, je pense, début 2010, 12, quelque chose comme ça. On prenait l'antenne en direct. Moi, c'était mon obsession. Je voulais absolument qu'on fasse des émissions en direct pour avoir des commentaires des internautes et tout. Et c'était génial. Ouais. C'était génial. Les keynotes Apple qu'on keynotes transmettait Apple, en ouais. direct, c'était dingo, quoi. YouTube et, franchement, Ouais, YouTube a été créé en 2005, mais ils ont lancé YouTube.fr en 2007. Donc c'est vraiment au moment où Ben voilà. nous, on a bah, démarré. franchement, Ouais. nous on a été l'une des premières vidéos qu'on avait faites, c'était on était à New York, on avait acheté l'iPhone. Ouais, Tu te souviens? exactement. On était. Non, mais c'est dingue. C'est parce que l'iPhone venait de sortir. Ça devait être à la rentrée 2007, je pense. Je me souviens très bien. On était à un voyage de presse HP. Et on s'était cassé du voyage HP pour aller courir à l'Apple Store de la 5e avenue, ouais. Et on on avait était fait comme la des fous. queue et tout, et on avait acheté un iPhone chacun, mais on était dingue. Enfin, on avait l'impression d'avoir un lingot d'or chacun, etc. Ah, Et on avait filmé ça. Ouais, Et on filmé avait ça. 12 ans, hein. On était dans le métro, on se filmait Ah, avec ouais. le N95, on était excités comme des puces. Dingue. Et Et puis oui, après, on avait rapatrié cet iPhone qui ne marchait pas en France. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais il était loqué à l'époque. Parce que Steve Jobs avait eu de bonnes idées, mais de mauvaises aussi. Il y avait ça marchait que chez un opérateur aux États-Unis. Il y avait un accord avec Orange, il fallait le jailbreaker pour que ça marche, mais il y avait une chance sur deux pour que ça marche pas. Enfin bref, c'était un bordel pas possible. Mais c'était incroyable. Vraiment une époque de dingue. ça fait bien ancien combattant tout ça. Hein. Ouais, mais écoute, on l'a vécu. Mais ouais, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme Après, ça. Hein. moi, ce qui me fait rire, c'est qu'après, on a suivi tout le truc. Et alors, YouTube a énormément évolué parce qu'au début, c'était les gens qui postaient leurs vidéos personnelles, et puis aujourd'hui, on voit ce que c'est devenu. Et entre-temps, donc petit à petit, ça s'est semi-professionnalisé. L'époque où nous, on faisait beaucoup de vidéos. Et puis nous, on a pris de la bouteille, on est devenus plus âgés, etc. Et tu avais des petits jeunes qui tombaient sur nos vidéos, qui disaient, mais c'est qui ces vieux qui font de la vidéo? Mais moi, j'avais envie de leur dire, oh mec, on était là avant toi, hein. Donc tu te calmes, change de ton, Ouais. s'il te plaît. Mais tu vois, tu dis ça, mais franchement, avec le recul, on a eu beaucoup plus de commentaires positifs que négatifs Ouais. sur, Bah sur oui, tout ce qu'on a c'était fait. génial. Et regarde tous ces youtubeurs aujourd'hui qui, quand ils nous voient, nous disent « Waouh, merci, c'est grâce à vous, parce que je vous regardais quand j'étais petit et tout. » C'est trop cool, quoi. Ouais, Franchement, ça, mais- c'est super. Mais François et Bruno, je sais que parmi les gens qui nous écoutent actuellement, ou qui nous regardent d'ailleurs sur YouTube, il y en a beaucoup qui nous suivent depuis la chaîne Techno, parce que moi, je reçois régulièrement des messages de gens qui nous connaissent depuis très longtemps. Je suis le Donc on les premier. salue. Oui, C'est vrai, Bruno. Bah C'est ouais. vrai, C'est c'est vrai vrai, que toi, moi- t'es un auditeur de la première heure. Hein. Ben oui, parce que j'avais beau connaître Jérôme de la radio. François, c'est comme ça que je t'ai découvert, en vous regardant Mais- de façon c'est vrai. hebdomadaire. Ouais. Eh oui. Et puis, il faut pas oublier un truc, c'est que YouTube nous permettait d'avoir tout de suite une audience mondiale, tu vois. Alors, même si on était francophone, si on est francophone, ça permettait de toucher
des Québécois, des gens qui sont aussi en Afrique du Nord ou en Afrique tout court, tu vois. Donc c'est vraiment après. Et puis tous les expatriés qui sont très nombreux. Moi, je reçois énormément de messages encore aujourd'hui de gens qui sont en Asie, un peu partout dans le monde, qui bossent, qui sont français, qui nous suivent. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que YouTube, tu vois. Ouais. Et ouais. C'est génial. Donc, Et bon anniversaire à YouTube. Et encore, merci YouTube. Ouais, ça, c'est sûr qu'on dit merci YouTube. Et puis, au même moment, au même moment, donc en février 2005, 8 février 2005, c'était aussi l'apparition de la création de Google Maps. Alors ça, bon, on n'a pas posté beaucoup de vidéos sur Google Maps. Heureusement. Mais en revanche, c'est aussi un truc sur lequel on s'est jeté tout de suite. Je sais pas si vous vous souvenez, là, c'était génial. Mais bon, après Google Maps, même s'il y avait une filiation, parce que il y avait déjà des systèmes de GPS, il y avait déjà. Et je me souviens plus. Google Earth, c'était arrivé avant ou après? C'était après en ça. fait. C'était après. Google Earth, c'était après. Donc la map monde, le fait de pouvoir zoomer, etc. Ouais, c'est ça. Mais c'est genre 1 ou 2 ans après. D'accord. Mais ça, c'était Google Earth. On en entend moins parler aujourd'hui, Google Earth. Ouais, parce qu'en plus, il est un peu intégré dans Google Maps, non, finalement? Parce que quand exactement, c'est ça qui permet maintenant à la grandeur de la planète de pouvoir zoomer. À un moment donné, quand vous zoomez sur un endroit, vous pouvez tomber, ou vous pouvez demander de facto que ça soit toujours ça, plutôt que d'avoir la carte traditionnelle. Mais là, elle est complètement intégrée, mais elle existe aussi comme produit à côté. Mais c'est important de dire, Jérôme, puis je suis content que tu le dises, parce que il y avait Google Maps qui était là, mais avant, il y a toute une génération, c'est un peu gros, là, mais il y a toutes des années où les gens ont utilisé les fameux GPS, les TomTom et compagnie, qu'on installait dans nos voitures. Ça a été la révolution, comparativement aux cartes qu'on utilisait. Parce que là, les gens ont commencé à se fier à un appareil qui leur indiquait le chemin. Et le transfert, la révolution, selon moi, ça a été le GPS a été la révolution, puis Google Maps a été une adaptation ou une évolution de l'innovation. Mais le choc, ça a été vraiment le petit bidule que tu installais. D'ailleurs, j'en ai tout. C'est dommage que je ne sois pas dans mon décor, parce que j'en ai un que je garde, mon dernier TomTom que j'avais acheté, et je le garde toujours pour me rappeler que ça a été ça aussi, la tech. Ouais, ça a été ça. Alors, mais ça existe encore, TomTom d'ailleurs. Il y a c'est encore utilisé, des terminaux TomTom. Ouais. Mais et tant qu'à jouer les anciens combattants, moi je voudrais dire aussi que j'ai connu avant les TomTom, c'est-à-dire avant les GPS graphiques. Moi, le premier GPS, non pas la boussole, mais le premier système de navigation par GPS que j'ai testé dans Paris, c'était pas au fin fond de la Pampa, tu vois. C'était avec que du texte. Tu mettais ton point de départ, ton point d'arrivée, et puis il t'indiquait les noms des rues, et te disait là, faudra tourner à droite, là, faudra tourner à gauche, et puis t'essayais vaguement de suivre en conduisant, mais c'était violent, t'avais pas d'image, c'était... bah oui, mais c'était déjà génial, c'était la libéralisation de la technologie GPS, mais il n'y avait pas de cartographie qui allait avec. Ouais. Mais Google Maps, ce qui a tout accéléré, c'est que Google Maps est arrivé en même temps que les smartphones, finalement. 2005, l'iPhone 2007, et puis après Android, et là, c'est là où tout s'est joué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Google Maps était sur le smartphone, c'était réglé, en fait. C'était réglé, tout le monde utilisait ça. La première génération du iPhone, il n'y avait pas de carte comme ça. Et je me souviens que la deuxième génération, ça arrivait, et là, ça avait été le bonheur pour tout le monde, et tout le monde s'est mis à utiliser ça. Et c'est là où il y avait, tout le monde disait, ouais, mais là, l'application d'Apple n'est pas au point, celle de Google est plus forte. Et puis, heureusement, ça s'est corrigé par la suite, mais quand même, tu sais, ouais, c'est vrai. Mais, enfin, voilà. Eh oui. Le temps passe, messieurs. Eh oui, et il passe aussi même en temps réel, puisque... Bon voilà, ça fait 50 minutes qu'on se parle. Comme on a démarré un peu en retard à cause de Bruno qui était privé d'électricité. Mais qui l'est toujours. Qui l'est toujours en plus. Ouais. Il va falloir uploader tout ça. Bruno, on va t'exploser ton forfait 4G et demi là. Ça fait plaisir. Non, mais je vais vous libérer, les amis. Je vais vous libérer. Je vais vous remercier une fois de plus d'avoir participé à ce grand débrief. François, on se voit très bientôt.
puisqu'on Ouais. on se voit en réel à Barcelone. Ça y est, t'es tout Je prêt pense là, qu'on pour va se voir, Barcelone? on va se voir autour d'une plâtrée de pâte à negra, non? C'est Il y a des possible, chances. j'espère. Ouais. On va un peu Eh travailler oui. aussi. On va un peu Oui, travailler. on va un peu bosser. Moi, je vais beaucoup bosser. Je vais faire 2 Tech Co, de quoi je me mêle depuis le Mobile World Congress, mais avec Ah, de quand super même. invités. Ah ouais, mais Je lui, vais c'est recevoir, entre autres, le patron du GSMA. donc l'organisateur du Euh, salon, c'est ça? oui, même Enfin, de plus que ça, parce que l'association des opérateurs. voilà. Ouais. Et je pense que ça va être assez intéressant parce qu'il y a plein de sujets intéressants à Ouais. évoquer avec Et lui. Parce que le. tu leur demanderas s'ils pensent à changer leur nom. Parce que GSMA, ça commence à dater. Ouais, c'est Ça pas beau. commence un peu à dater, ouais, c'est Ouais, vrai. Ouais. Ouais. GSM, ça fait plus. Tiens, puis vous vous souvenez, tant qu'à Ouais, faire. le GPRSMA, il devrait appeler ça. Ben oui. Ça, c'est encore mieux. Ouais. Ah, Mais vous vous je souvenez ferais quand quelque le chose avec salon était AI. le salon Et, s'appelait le 3GSM à l'époque. ouais, le Au 3GSM. début, le Oui, oui. 3GSM, c'était à Monaco. C'est vrai. Non, c'était à Cannes. Non, c'était à C'était à Cannes. Cannes, au Palais des Ouais, Festivals, là où il y a le festival ouais, de Cannes en fait. exactement. Ouais, c'était sympa ce salon. Ouais, ça a beaucoup grossi. Ouais. C'est vrai que moi j'y serai aussi et j'ai repéré, il y a plein de trucs, il y a quand même pas mal de trucs intéressants. Alors, c'est vrai que c'est un salon qui est assez B2B, assez professionnel, Mhm. mais il y a quand même beaucoup de smartphones qui vont être annoncés. Je sais pas si la révolution elle sera vraiment du côté des smartphones parce qu'aujourd'hui il y en a de moins en moins. L'année dernière on parlait beaucoup de voitures, avec notamment c'était la voiture de Xiaomi qui avait fait l'attraction, qui avait fait le buzz. Et je sais pas si tu as regardé François, mais les constructeurs, les nouveautés et tout, c'est la quantité de produits et de marques chinoises. En fait, ça va être un salon Ah bah oui, en bien sûr. très grande partie chinois cette année. C'est Évidemment, fou, hein? évidemment, Ouais, ouais. évidemment. Comme Et votre moi, salon de Bon, on l'auto. vous racontera tout ça. bah oui. Ouais, exactement, comme le salon d'auto. Mais c'est dingue. Écoute, et juste anecdote, justement, moi, hier soir, je dînais avec une journaliste chinoise, une consoeur que j'ai fait intervenir plusieurs fois d'ailleurs dans Monde Numérique et que je salue parce qu'elle nous écoute peut-être. Et on parlait justement de l'explosion de la tech chinoise. Et en même temps, elle me disait que la Chine se considère encore vraiment comme challenger à tout point de vue, pas seulement au Ah niveau de oui, la tech. d'accord. On dit oui, le choc des puissances économiques, elle dit non, c'est pas vrai. Voilà, les États-Unis restent quand même en tête et la Chine est derrière. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a des choses qui ressemblent avec le positionnement européen aujourd'hui. Et là, je trouve dans la tech, parce que qui aujourd'hui, par exemple, parle d'open source, qui aujourd'hui parle de collaboration internationale, qui aujourd'hui parle, c'est la Chine et l'Europe. C'est typiquement un discours de challenger. Enfin bref, fin de la parenthèse. Donc rendez-vous au Mobile World Congress de Barcelone à suivre évidemment dans Tech Co, la quotidienne sur BFM Business avec François Sorel ici présent. Tu seras d'ailleurs dans le débrief. Et je serai dans le débrief qui sera diffusé quand? Lundi soir? Le mardi, je Mardi, crois. d'accord. Ok. Et puis c'est à suivre évidemment aussi sur Monde Numérique parce que j'y serai en audio et aussi en vidéo. Je vous préparerai une petite vidéo pour la fin de la semaine, comme j'avais fait pour le CES de Las Vegas et je sais que ça plaît beaucoup. Et puis Bruno, on en parlera ensemble. Tu ne seras pas avec nous. On va déplorer Je ton regarderai les absence. conférences de chez moi. On t'enverra des photos de Pata Negra. Et puis on se parlera sans doute, on débriefera ça ensemble. Mais c'est vraiment bien de Pata Negra. Ouais. Voilà. Merci. Il va falloir lancer un podcast là-dessus, Jérôme, je pense. Oui, quand on sera très vieux, tu sais, quand Ouais. voilà, Ouais. on en aura marre de parler de tech et on parlera. Quand on en aura marre de l'IA, Attends, on se fera des dégustations Pata Negra en direct. Moi, je pense qu'on pourrait monter une chaîne barbecue Pata Negra. Ah ouais, alors Ce là, serait écoutez, alors franchement, Le tout cœur de de suite. notre expertise, ce serait Ah le, oui. le barbecue et le bon truc bien bourrin, bien Ouais, franchouillard, ouais. quoi. Ouais, Ouais, bien masculiniste. bien tu sais. masculiniste comme il faut. Voilà, Enfin, on aura Mark Zuckerberg comme. sauf le jambon, Comme c'est invité. pas particulièrement masculin. Ouais. Non. C'est Bon, vrai. voilà. Merci de nous suivre, merci de nous écouter, merci de nous regarder. Et puis merci à vous, François Sorel, Bruno Guglielminetti, d'avoir été là. Et on se dit pour tous les trois, rendez-vous le mois prochain. Et puis sinon, séparément, bien sûr, au quotidien sur nos médias respectifs. Ciao, bye bye. Salut à tous. Bye. Le grand débrief de Monde Numérique vous était proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises.